1, 2, 1, 2, petit test. Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être présent aussi tôt. La conférence de 10 heures étant historiquement difficile à atteindre à cause du retard aux accréditations, n'est-ce pas? Merci à tout le monde d'être aussi nombreux. Et désolé pour les petits aléas du direct. Voilà. Aujourd'hui, grâce à notre seule et unique Émilie Gonod, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet assez brûlant, qui est les réseaux sociaux. Je pense que si les gens qui sont dans la salle sont venus, c'est justement parce que le sujet pousse à la controverse et au débat. Moi, c'est Chloé, modératrice. Je vais laisser tout le monde ensuite introduire... Excusez-moi, je suis un peu perturbée par les gens qui rentrent. Aujourd'hui, on va se poser la question, peut-on se libérer des réseaux sociaux ? On va parler de ce sujet en deux parties. D'abord de comment ça nous impacte au quotidien, dans nos pratiques respectives. Et ensuite se poser la question, c'est pour ça qu'on est tous là, se poser la question de, ok, maintenant que le constat est posé, on fait comment ? On fait comment pour plus en dépendre ? On fait comment ? Est-ce que c'est même possible de plus en dépendre ? Donc on va se poser la question avec ce magnifique panel qui est avec nous aujourd'hui. Je vais peut-être vous laisser vous présenter tour à tour et je terminerai, parce que c'est toujours un peu étrange de se présenter d'abord. On va aller... Peut-être toi, Adeline, toi d'abord ? Bonjour, moi je m'appelle Adeline Ferrand, j'ai un label qui s'appelle Fougue, dans lequel je fais de la production phono, c'est comme ça qu'on dit en label, et de l'édition musicale. Et à côté de ça, je produis des spectacles vivants dans le champ du théâtre, de la performance, du cirque, donc rien à voir avec la musique. Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Armelle Lope, je suis responsable de la communication d'une scène de musique actuelle qui est basée à Lyon, qui s'appelle le Périscope. C'est une SMAC qui a 18 ans cette année. Historiquement, on est plutôt identifié sur les scènes jazz, musique improvisée, chose qu'on a beaucoup décloisonnée depuis. On fait beaucoup de musique expérimentale, musique électronique, musique du monde. Et voilà, je m'occupe de la com de la salle et je m'occupe aussi de la communication d'un projet européen qu'on a monté avec 11 partenaires qui s'appelle Better Live et qui travaille sur des expérimentations de tournées décarbonées. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Clara Pilet et je travaille chez New Agency, qui est une agence de communication digitale spécialisée musique et culture. Et globalement, ça fait 10 ans que je bosse sur les réseaux sociaux pour plein de sujets différents. Donc évidemment avec des artistes, avec des structures, avec des compagnies, avec des salles, mais aussi pas forcément d'ailleurs dans le milieu de la musique. Bref, je passe trop de temps sur Instagram, comme nous tous et nous toutes ici. Et ce sera aussi le sujet abordé aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Daphné Swan, ça s'écrit avec un accent circonflexe sur le A de Swan. Je suis artiste, autrice, compositrice avec un projet éponyme en pop francophone. Et dans une vie antérieure, j'ai été très brièvement avocate en droit de la propriété industrielle et des nouvelles technologies. Merci à toutes de vous être présentées. Donc je termine le tour de table. Moi, c'est Chloé, fondatrice du podcast Parcours d'Indé, sur lequel j'interviewe artistes et professionnels accompagnants non-artistes de la filière. On en est à la 4e saison. Il y a un épisode qui sort demain. Et il y aura 2 épisodes sur les réseaux sociaux qui sortiront juste après cela, donc en novembre, sur les sujets se développer avec les réseaux sociaux et sans les réseaux sociaux. Vrai sujet, parce que oui, c'est possible. En parallèle de ça, j'ai une agence de services aux artistes qui s'appelle Proxima Centauri, où j'accompagne des artistes et des structures de la filière à tout stade de développement de carrière, sur des sorties d'EP, d'albums, et sur parfois des choses un peu plus admin, des dossiers de subvention, de l'aide à la structuration, ce genre de choses. Voilà, et comme je disais, on est aujourd'hui... sur ce panel, sur ce MAMA, pour parler des réseaux sociaux. Moi, je pense qu'on est toutes conscientes que c'est pas évident, les réseaux sociaux, qu'on nous l'impose aussi. On va démystifier une chose de suite, les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'Instagram, de TikTok, de Facebook ou de Twitter dans une moindre mesure, parce que c'est pas le canal le plus exploité dans la musique. Ils sont pas pensés pour la découverte musicale initialement. Et je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire ça. C'est pas des formats qui ont été pensés pour les artistes. Et pourtant, les études montrent que de plus en plus de personnes découvrent de la musique via ces plateformes, remplaçant presque le média historique qu'est la radio, qui était le premier média de découverte
musicale, tout du moins en France. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on navigue ça quand on est artiste ? Toi, Daphné, par exemple, tu as investi diverses plateformes, allant d'un site web à une newsletter, un compte Instagram, un compte TikTok. Tu as coché cette case de j'investis plusieurs canaux et je vois, entre guillemets, ce qui prend et ce qui se passe. Comment tu as fait justement le choix de tes canaux de communication ? Eh bien, je suis pas mal dans un esprit d'expérimentation, donc avec des essais, des échecs, et je dois réessayer après. Et puis j'essaie d'aller là où je sens que le public potentiel peut aller, en ayant toujours conscience que quand on va sur les réseaux sociaux, on n'est pas chez soi, on est chez quelqu'un d'autre avec des règles sur lesquelles on n'a pas la main. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi d'avoir son propre site web et de développer sa newsletter avec aussi une relation peut-être plus intimiste, où c'est comme si j'écrivais une vraie lettre à un ami ou une amie, comme je faisais quand j'étais adolescente. Et ça me fait beaucoup de bien. Après, c'est une question de territoire. C'est je vais là où les gens vont et là où on peut créer une relation. Et comment... Est-ce que tes choix, ils ont été guidés par des injonctions de l'industrie ? Ou est-ce que c'est vraiment, tu t'es dit, vas-y, par exemple, pour le site web, je monte un site web et tu l'as fait pour quelle raison, en fait, exactement ? Je l'ai fait parce que j'ai un ami d'amis qui était fan d'une de mes chansons qui m'en a offert un. Donc ça, c'est vraiment le coup de chance de tomber sur les bonnes personnes. Et c'est important d'avoir une landing page où avec vraiment sa propre DA sur voilà, un peu notre propre règle, notre propre interface. Mais c'est vrai que j'aime aussi aller sur les réseaux sociaux, peut-être un peu trop, mais pour aussi essayer d'adopter les codes ou de décrypter les codes aussi, pour m'adapter. Et puis aussi, cette injonction, oui, je pense qu'elle est quand même importante. Il y a une forme d'injonction à la crédibilité par les chiffres. On peut ne pas être d'accord avec, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est quand même une forme de réalité. Et pour être tout à fait honnête, c'est depuis que j'ai commencé à avoir vraiment d'activité sur TikTok que j'ai commencé à voir mes chiffres de streaming être multipliés par 3 ou par 5, par exemple. Donc il y a un vrai impact que je n'ai pas forcément vu après une campagne de RP ou après avoir été sur des radios nationales, par exemple, en one-shot. J'ai eu moins d'impact sur le chiffre de streaming que par une vidéo virale sur TikTok, par exemple. Et bonne transition, parce que justement, la viralité, tu l'as expérimentée. On va mettre les pieds dans le plat. Tu as expérimenté la viralité, et qui dit viralité dit souvent vague de haine qui vont avec. Tu avais posté une vidéo sur TikTok, pas très longtemps après la création de ton compte. Je crois que tu m'avais dit que ça faisait à peine 3 semaines que tu avais créé ton compte. J'avais créé mon compte avant, mais un petit peu en dilettante, mais Ouais, ça faisait 3 semaines que j'essayais d'en poster une vidéo chaque jour, et c'est à partir de 3 semaines, un 15 août, que ça a commencé à exploser. Et c'est vrai qu'on va dire qu'il y avait eu 2 tiers de personnes enthousiastes et 1 tiers de haters, donc racistes, sexistes et tout ce qui va entre les deux, hein, bien sûr. En fait, c'est très compliqué parce qu'on est obligé d'aller dans une courbe d'apprentissage hyper rapide sur comment on réagit. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait quand même peut-être, je sais pas, une hotline ou j'en sais rien, un truc qui permettrait d'apprendre très vite comment réagir, parce que sur la santé mentale, c'est quand même, on a un flot de données que le cerveau ne peut pas traiter. On est en hypervigilance. Moi, j'étais en hypervigilance pendant 15 jours alors que j'étais en résidence de création. C'était un peu compliqué. Ça m'a beaucoup fragilisée. Et puis, trouver aussi sa méthodologie. Il y en a qui vont rebondir sur les haters pour faire encore plus de contenu, encore plus de drama et nourrir l'algorithme. Moi, j'ai décidé de sortir les poubelles de chez moi tous les jours, ce qui a fait un peu baisser aussi le trafic qu'il y avait sur mes pages, parce que j'ai bloqué énormément de gens. Mais c'est aussi un parti pris par rapport à ma santé mentale, à ma tranquillité. Et comment... Est-ce que quand tu as fait face à ça, parce qu'en plus tu parlais de ton expérience, de ton passage du métier d'avocate au métier d'artiste, sujet dont on a parlé dans le podcast par ailleurs, je me permets de faire une micro-parenthèse auto-promo, parce que le sujet est vraiment intéressant et ça vaut vraiment le coup d'écouter Daphné. Comment tu as fait face à ça ? Est-ce que c'est une expérience qui a fait que les réseaux sociaux, paradoxalement, ont pris plus de place dans ta vie, même si tu as vécu les vagues de haine ? En fait, je pense qu'il faut se méfier de quelque chose en fait, qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a un réflexe où chaque
Enfin, chaque lieu où tu vas, ça devient un décor, par exemple, pour une vidéo, où tu vas prendre toujours ton petit micro avec toi. Si tu as un peu de temps, qui se dégage, tu vas essayer de faire une petite vidéo, etc. Et en fait, il y a une partie, il y a un pourcentage de ton cerveau qui est consacré à la création de contenu. Et c'est peut-être ça aussi qui, je pense, est un peu pernicieux, parce que ton rapport à la vie et au monde est un petit peu différent. Donc, il faut faire vraiment attention. Et côté label, là je me tourne vers toi, Adeline, c'est pas forcément fun non plus. Je sais qu'en licence, le label a la charge de la promotion et parfois ça inclut par exemple de la sponsor de contenu ou du conseil, conseiller les artistes qui sont signés en licence sur leur stratégie, réseaux sociaux, etc. Et ces contenus qui sont sponsorisés sont bien souvent fournis par l'artiste, voilà. Toi, Adeline, au regard de ton parcours, car tu as été community manager avant l'heure, entre guillemets, c'est quelque chose que tu as fait assez tôt finalement, comment tu navigues ces perspectives, sachant que voilà, on prendra des exemples vraiment très concrets dans la suite de la table ronde, mais comment tu navigues par rapport à la place que les réseaux sociaux prennent dans le développement de carrière d'artiste? Eh ben, alors oui, moi en effet, quand j'ai commencé à travailler dans la musique, c'était il y a 15 ans. Mon premier job en stage dans un label, c'était de m'occuper des MySpace des artistes et de créer des sites sur WordPress à l'époque pour les artistes en développement. Et donc c'était trop bien. La promesse de MySpace était super. C'était un réseau social avant qu'on l'appelle comme ça, mais fait pour la musique par... je ne sais pas si c'était fait par des artistes, mais en tout cas c'était pensé pour. Donc un artiste montait son espace, partageait sa musique, on voyait les artistes que notre artiste chéri lui-même suivait, et on pouvait comme ça naviguer, découvrir énormément de musique. Et puis l'artiste parlait directement à ses fans. J'imagine bien que dans les plus grosses équipes dont je faisais partie à l'époque, il y avait des gens qui s'occupaient et qui faisaient donc du community management avant qu'on l'appelle comme ça. Donc ça c'était super, j'ai fait vraiment 6 mois full-time là-dessus. Puis quelques années après, MySpace a disparu. Et donc on s'est dit, bon, c'est quand même assez problématique. On a rempli des salles comme ça, on a vendu des disques, on a parlé à des milliers de personnes. Ces gens-là ont disparu, les données de ces gens-là ont disparu. Donc depuis 15 ans, moi j'ai toujours en tête l'idée de me dire, ok, y a Facebook qui est arrivé après, donc Facebook c'était super, c'est pareil, on faisait des events, on pouvait jauger quelle jauge pour notre artiste, parce qu'en fait il y avait tant de personnes qui étaient attending sur l'event et tout ça. Ça aussi, ça a disparu. Donc moi je suis intimement convaincue qu'Instagram va disparaître, TikTok aussi, ou en tout cas vont devenir obsolètes. Donc, il y a quand même toujours à côté un petit fichier Excel où on prend les mails des gens, parce que les adresses mail des gens, a priori, ça tient. Voire même quand les personnes changent d'adresse mail, on reçoit une email automatique qui dit « voilà ma nouvelle adresse mail ». Bon, ça, c'est quelque chose, vraiment, on ne peut pas faire plus direct comme direct to fan. Donc, je n'échappe pas, moi, chez Fougue, à avoir des artistes qui sont sur les réseaux sociaux, en tout cas ceux qui veulent bien dealer avec ça. Mais j'essaie d'y passer le moins d'énergie possible et de considérer ça comme une vitrine, puisque le réflexe, ça va quand même être, je vais vous dire, je bosse avec tel artiste, vous allez les chercher sur Insta. Donc bon, il y a une espèce de vitrine comme ça des artistes avec qui je travaille, mais on se concentre vraiment sur des solutions direct to fan, dont on parlera, j'imagine, un peu plus tard. Ouais, le direct to fan, on va revenir dessus dans la deuxième partie de cette table ronde. Côté salle de concert, Armelle, comment ça se passe? Je sais que vous êtes parfois très contrainte par l'enjeu financier, forcément, qui est le remplissage des salles, et que ça vous pousse, mais aussi les artistes qui sont programmés, à communiquer beaucoup, et souvent sur les réseaux sociaux, parce qu'on juge que c'est un canal de conversion assez efficace, assez important. Comment vous réfléchissez à ces sujets-là au Périscope? Parce que mine de rien, c'est une grosse charge en fait financière, la communication sur les réseaux sociaux, et en fait on donne de l'argent aussi à des plateformes qui derrière ne nous le rendent pas forcément. Enfin, comment vous naviguez ces sujets-là au Périscope? Alors déjà, pour casser le mythe, le Périscope, c'est un lieu de petite jauge. On a 2 salles. La première, elle fait 160 places, la deuxième, 240. Donc voilà, je vous laisse deviner le budget. Enfin, on n'est pas non plus sur des énormes budgets. Du coup, peut-être qu'il y aura des personnes dans la salle qui gèrent la com de plus grandes salles et qui pourront aussi intervenir à la fin quand il y aura les questions. Mais du coup, comment nous, est-ce qu'on travaille ça? Déjà, la chance qu'on a, c'est qu'on est 2 à la com. Donc déjà, on va dire que la charge financière, notre budget com, c'est juste une personne qui gère les réseaux sociaux au quotidien. Donc c'est de la force de travail, des ressources internes.
Côté budget en tant que tel, franchement, si on a mis 200 € cette année sur les réseaux sociaux, pour nous, c'est énorme. On ne dépense pas vraiment d'argent, déjà parce qu'en fait, en termes de budget, ça ne passe pas. On préfère mettre nos sous ailleurs pour l'instant. Et aussi parce qu'en interne, on a vraiment un besoin de se former sur comment faire un ciblage vraiment efficace pour différentes esthétiques qu'on peut défendre, etc. On croise énormément de public parce qu'on fait des esthétiques très, très différentes. Au Périscope, on peut à la fois croiser des personnes qui ont entre 50 et 70 ans qui vont venir voir des classiques du jazz et des musiques improvisées, que des personnes qui vont venir voir des groupes de rock, des musiques indé, des musiques expérimentales. Donc on a beaucoup de publics différents qui se croisent. Donc ce qui se passe chez nous, du coup, c'est que... Et en plus, on organise 150 concerts par an. Donc il y a plusieurs enjeux comme ça qui se croisent. Nous, notre principe de base sur les réseaux sociaux, c'est qu'on s'attache à parler de tous les groupes. C'est notre principe d'équité, d'égalité. On parle de tout le monde. On ne va pas parler de tous les groupes de la même manière, évidemment. Au Périscope, on a nos productions et on a des prises de risque, des dates sur lesquelles nous-mêmes, on va décider de prendre un risque artistique, financier. Mais on s'engage à chaque fois à parler de tout le monde. Ce qui va être super important pour nous, et c'est quelque chose qu'on met en place en ce moment, c'est vraiment la ligne éditoriale. On est vraiment hyper attaché à deux choses. La première, c'est vraiment parler de musique, parce qu'on est là pour ça. On est là pour vraiment travailler sur toutes les esthétiques qu'on peut défendre, mais les rendre aussi accessibles. On fait vraiment des musiques de niche et on n'a pas envie d'être non plus dans l'avant-garde et de penser qu'on n'est pas une salle accessible, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc du coup, on a une exigence éditoriale qui est hyper forte. Et on est vraiment dans ce rôle de prescripteur. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec notre programmateur. Donc l'équipe de com et l'équipe de programmation est en lien quotidien pour parler le plus justement possible, faire le lien avec des labels, pour valoriser tout le monde. Et le deuxième axe de notre communication qui fait aussi que on génère beaucoup d'engagement de notre public, c'est vraiment qu'on essaie d'incarner au maximum notre singularité. Qu'est-ce qui fait que le Périscope est le Périscope ? Qu'est-ce qui fait que, en fait, si on vient au Périscope, on ne va pas avoir la même expérience qu'au Marché-Gare, qui est une autre SMAC au bout de la rue. Et là-dessus, en fait, on essaie de prendre notre propre récit en main, de manière la plus authentique possible. Alors ça passe par des contenus dans lesquels on va valoriser à la fois toute la dimension humaine, le lieu de vie dans lequel on est. On a une cantine, on a un dispositif d'accompagnement, on anime énormément de conférences, on fait pas mal de tables rondes aussi. Donc du coup, on essaie d'incarner ce foisonnement constant. Et en fait, la configuration du lieu, je ne sais pas si des gens connaissent notre lieu, mais c'est assez petit. La salle historique est minuscule. Le petit bar, ça fait vraiment petit bar de quartier. Et il y a vraiment quelque chose de sympathique, de convivial. Et en fait, on va là-dessus. Parce qu'on sait aussi que notre public, il est attaché à ça. Et on essaie franchement de la jouer entre exigence artistique et blague. Ouais, de toute façon, la nature même des contenus, on reviendra dessus dans la deuxième partie. Clara, je gardais ton intervention pour la fin parce que ça va faire la transition justement avec cette fameuse deuxième partie. On a, par ta présence, une agence de communication digitale, ce qui peut paraître paradoxal vu qu'on est là pour dénoncer un petit peu la place que prennent les réseaux sociaux dans nos vies, hein, d'accord ? Mais justement, au final, vous avez une approche assez artist-friendly, si je peux me permettre cet anglicisme, chez New Agency et chez Unicum aussi, chez qui tu travailles, qui est donc le label d'Émilie Gonod qui nous invite ce soir. Ce soir, pas du tout, ce matin. À quelle problématique es-tu confrontée au quotidien avec les artistes qui sollicitent en tout cas New Agency ou qui sont accompagnés par Unicum ? Alors oui, effectivement, pour préciser, du coup, donc New Agency est donc une agence de communication digitale auquel est aussi rattaché un organisme de formation. Donc on intervient sur ces mêmes questions, community management, etc. Et ça fait partie d'un groupe qui s'appelle Uni, au sein duquel il y a également donc un label plus maison d'édition qui s'appelle Unico Music. Et il y a une troisième entité qui s'appelle Kaosa, qui fait de la programmation, modération d'événements et de podcasts. Et donc moi, évidemment, j'interviens effectivement un petit peu sur tous ces sujets-là. Alors, on a une approche artist-friendly, mais surtout, effectivement, on est très lucide par rapport
à ce que sont les réseaux sociaux, justement. Et depuis la création, en l'occurrence, de New Agency, le principe de base, le fil rouge de tout ce qu'on fait, c'est que les outils numériques, tels qu'ils soient, doivent rester au service d'un projet, des artistes, et pas l'inverse, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit. On a toujours dit aussi que le numérique est évidemment très politique, et depuis le début, en l'occurrence, et qu'effectivement, comme tu le disais Daphné, ou même Adeline, les réseaux sociaux, on est tous locataires et on n'est pas propriétaire de ces espaces-là. Voilà, donc ça, c'est des choses effectivement qui font partie de la manière dont on travaille avec les artistes. Et même depuis le début de l'année, avec ce qui se passe aux États-Unis, entre autres, notamment sur TikTok, etc. Mais bref, sur tous les autres réseaux. On a fait un post d'ailleurs qui s'intitulait Should I Stay or Should I Go sur nos réseaux sociaux. C'est un petit peu contradictoire, on est d'accord. Pour se poser la question justement, est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on reste sur ces réseaux alors qu'on le sait qu'ils sont politiques avec des idées très nauséabondes, pour être gentille. Sauf que effectivement, comme Adeline tu l'as dit, ou même le Périscope, on a les artistes, les structures, absolument tout le monde en fait. Évidemment, les fans sont aussi sur les réseaux sociaux. Les professionnels sont aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est une demande du coup de tous ces publics avérés et potentiels pour les artistes notamment d'être sur les réseaux. Donc effectivement, après, c'est comment est-ce qu'on va envisager cette présence? Est-ce que c'est le cœur du réacteur, entre guillemets, ou est-ce qu'effectivement, ça devient une vitrine, comme tu me disais si bien, Adeline, à ce niveau-là, en fait. Donc nous, vraiment, tous les artistes avec lesquels on bosse, donc effectivement, que ce soit sur label ou que ce soit par rapport à l'agence, mais pas que les artistes d'ailleurs, en fait. On travaille avec des structures en ce moment et c'est exactement la même problématique. Vraiment, c'est comment est-ce qu'on fait. Donc voilà, encore une fois, pour que ces outils-là, ça reste dans l'intérêt du projet, comment est-ce que ça les sert, comment on s'en sert pour faire levier, en fait, au final. Et donc, il y a aussi toute une question de comment est-ce qu'on réduit la dépendance à ces espaces-là, parce que cette dépendance est bien réelle. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des outils de direct-to-fan qui permettent justement de rester connecté avec son public, même si demain, Facebook, Instagram ou TikTok fait n'importe quoi, change pour la millième fois en 3 secondes son algo, ou tout simplement parce que ça n'arrive pas à cause d'autres, si on se fait supprimer sa page ou son compte pour une raison complètement arbitraire. Voilà. Donc ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles on est particulièrement vigilante, et aussi sur le côté publicitaire, parce qu'évidemment, voilà, on fait aussi du marketing, le gestionnaire de publicité, ça fait aussi partie de mon quotidien. Mais voilà, encore une fois, comment est-ce qu'on se sert de la publicité pour servir le projet à la fin, et éviter aussi les effets de panique et du coup de dispersion, on finit par claquer plein de thunes parce que oh là là, il faut absolument remplir et on a besoin de stream et on a besoin de followers. Oui, mais pourquoi faire? Voilà. Vraie question, vraie question. Et ça fait la transition justement avec cette deuxième partie où on va vraiment se baser sur des exemples et sur... je pense qu'on a toutes et tous compris que les réseaux sociaux, ça prend beaucoup trop de place dans nos vies, qu'on y met aussi trop d'énergie parfois, à la fois parce que les réseaux sociaux, c'est éphémère. Enfin, demain, il y a eu TikTok à un moment donné a été vu comme quelque chose de pas très sérieux, et maintenant ça a pris la même place qu'Instagram, et Instagram disparaîtra peut-être probablement. Là, je veux vraiment qu'on prenne appui sur des exemples pour que ce soit concret pour vous, parce que c'est sympa de parler de théorie, mais si on se raccroche pas à des exemples, ça devient plus compliqué. Clara, je me tourne de nouveau vers toi, parce que on a évoqué là le sujet du direct to fan. Je sais que c'est un vrai sujet pour toi, mais c'est vite nébuleux si on s'arrête juste au terme direct to fan. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et la manière dont vous développez ça en équipe, en plus, par exemple avec Marlène Larsen, qui est une artiste qui est signée du coup chez Unico, mais avec qui vous avez développé pas mal d'initiatives assez intéressantes, notamment via une newsletter et via Bandcamp, qui heureusement est encore une plateforme qui survit, on va dire ça comme ça, à côté de Spotify.
Oui, donc effectivement, donc, c'est sur la partie label, mais également sur la partie agence, en vrai, avec tous les artistes avec lesquels on travaille, on a fait ça, notamment avec Charlotte qui est présente ici. Donc vraiment, le principe de direct to fan, c'est comment est-ce qu'on fait tout simplement pour s'adresser directement à ses fans, notamment sachant que globalement, si 10% des abonnés de votre compte Instagram voient vos posts, bravo, vous avez tout réussi. Parce que l'algo fait que si 1 à 3% le voit, pareil, vous êtes dans la moyenne en fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour quand même rester visible auprès de cette communauté finalement au quotidien? Donc Adeline parlait tout à l'heure des adresses mail, je sais que vous le faites aussi au Periscope, Daphné t'en a parlé. La newsletter, c'est vraiment l'outil par excellence de direct to fan. On ne peut pas faire plus direct que d'envoyer un mail en fait à quelqu'un. Ça reste simple. La base de données aussi, elle appartient à l'artiste ou à la structure effectivement derrière. Donc ça, c'est important. Et donc effectivement sur Bandcamp, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur le label, mais même avec des artistes sur lesquels on a travaillé sur l'agence. Je pense à TBio, qui est un artiste avec lequel on a monté toute une stratégie justement de sortie, avec un énorme focus sur Bandcamp, qui est donc un espèce de disquaire en ligne sur lequel on peut écouter aussi du streaming. On peut écouter un streaming, pardon. Et l'idée, c'est justement de décorréler la valeur et le volume. Sur Bandcamp, on va peut-être vendre moins, mais au final, en plus, ça va nous rapporter plus à la fin qu'il y a un nombre énorme de streams. Vu qu'on sait que les streams, ça rapporte pas grand-chose, effectivement, à la fin. Donc l'idée, c'est effectivement de replacer aussi Bandcamp au centre d'un écosystème numérique, avec les réseaux sociaux, avec la newsletter, avec le site internet, par exemple. On peut imaginer, évidemment, d'autres types de plateformes, plus même des stratégies offline, en l'occurrence, qui peuvent être aussi du direct to fan derrière. Mais donc effectivement, donc d'avoir Bandcamp au milieu comme une plateforme assez centrale où on va faire des choses très simples. C'est juste de la sortie en avant-première sur Bandcamp, avant une sortie sur les plateformes de streaming, ou effectivement des sorties en exclusivité sur Bandcamp. On verra plus tard pour les streamings. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent tout à fait se mettre en place, sachant que Bandcamp, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un endroit qui a été pensé pour les artistes et les fans de musique. Vraiment, il y a une énorme partie éditoriale de Bandcamp avec du décryptage, etc., qui est super intéressante et qui vraiment est faite pour de la découverte, tout simplement. Donc c'est vraiment un endroit aussi intéressant où on sait que les bonnes personnes sont là, en fait, globalement. Et donc aussi, oui, donc après, il y a la newsletter, mais on en a déjà beaucoup parlé, mais en fait, l'idée, c'est aussi de replacer bien tous ces canaux de communication à leur juste valeur et de réfléchir aussi, quand on est artiste, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, parce que c'est important, et quelle est l'énergie qu'on peut mettre aussi dans tous ces canaux de communication. L'énergie, le temps, les ressources aussi. Et la newsletter et Bandcamp, par exemple, ça permet aussi de faire moins, mais mieux. En fait, on ne va pas être à un post par jour sur TikTok. La newsletter, si vous l'envoyez une fois par mois, c'est déjà vachement bien. Et on peut le faire 2 fois par an si on veut. Sauf que ça sera peut-être plus efficace, dans le sens, à la fin, il y aura peut-être plus de conversion pour de l'achat de billets, pour du stream, pour de l'achat de CD ou de merch ou que sais-je, à la fin. Et en plus, ce sera plus sur la durée que des algorithmes qui jouent les montagnes russes, que effectivement des différents réseaux sociaux. Et petite question complémentaire pour vraiment que ce soit concret pour les gens qui nous écoutent. Parce que moi, j'aime beaucoup cette phrase que tu dis, voir plutôt la valeur plutôt que le volume. Mais pour que ce soit concret, moi, par exemple, pour les newsletters, j'ai tendance à dire une fois par actu, c'est bien, hein, déjà. Hein. Mais il y en a plein qui se disent, ouais, ok, mais je sais pas quoi écrire, en fait, dans une newsletter. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que... Pour reprendre l'exemple de Marlène Larsen, et je ne sais pas à quel point c'est possible d'évoquer des statistiques. Bon, si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Je ne sais pas. Mais tu vois, qu'est-ce qui prouve que ça convertit plus une newsletter? Moi, j'en ai plein des exemples. Je n'aurai pas le temps de les énumérer tous, mais moi, la newsletter, c'est mon canal de com préféré, perso. Mais voilà, comment on fait pour vraiment embrasser ce système assez particulier qui est l'envoi de mails?
et qui en même temps est absolument tout simple. Il existe effectivement déjà plein d'outils à disposition pour pouvoir envoyer des mails et faire un joli formulaire d'inscription où les gens mettent juste leur adresse mail, parce qu'on n'a besoin que de ça finalement. Pour leur parler. Et après, justement, la newsletter, c'est aussi intéressant parce que c'est un espace de communication sur lequel on va pouvoir aussi déployer tout son storytelling et tout son univers visuel aussi. Mais on n'est pas contraint par un format, par une longueur, par une typo imposée, par des couleurs imposées. On peut faire absolument ce qu'on veut. On peut être très prolixe si on aime beaucoup écrire. On peut l'être beaucoup moins si c'est pas tout à fait notre dada. Donc on peut vraiment dérouler son discours de la manière dont on veut. Et effectivement, je suis assez d'accord, c'est quand on a de l'actu qu'on envoie une newsletter. Donc si c'est une fois par mois, c'est bien. Si c'est moins, c'est très bien aussi, clairement. Après, j'ai pas forcément effectivement de chiffres, en l'occurrence à donner, parce que j'ai pas forcément accès sur les newsletters des artistes. Mais par contre, on voit en fait des pics de l'autre côté sur la partie streaming et ou sur Bandcamp notamment. Il y a une newsletter qui est envoyée, il y a de l'achat qui est réalisé de l'autre côté en fait, et en termes de date, ça correspond. Donc on est là, en fait ça fonctionne. Il y a peut-être que 500 abonnés par exemple à une newsletter versus 10 000 personnes sur Instagram. N'empêche que c'est l'envoi de la newsletter aux seulement 500 abonnés qui va générer de l'achat de billets ou du streaming versus un post sur Instagram à 10 000 abonnés. Donc c'est vraiment efficace. C'est long de récupérer des adresses mail, mais c'est un marathon. En fait, de manière générale, la communication et un développement de carrière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il faut prendre son temps aussi et montrer à quoi ça sert, quel est l'intérêt pour que les gens s'inscrivent. C'est pas un énième spam de je ne sais pas quelle marque qui envoie trop de mails par jour, clairement. Quel est l'intérêt, quel est le bénéfice en fait que les gens vont avoir à lire cette newsletter. Mais à la fin, ça fonctionne, en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant à prendre en compte. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. C'est déjà pas mal. T'inquiète, on y reviendra peut-être après. De ton côté, Adeline, je me retourne vers toi. Tu as aussi beaucoup expérimenté le direct to fan, donc c'est ce que tu avais expliqué dans la première partie. Et dans certains cas, petit trigger warning, dans certains cas, c'est même une nécessité absolue, le direct to fan. Tu travailles avec Uzi Freya, qui, malheureusement, et c'est là où vient le trigger warning, par sa nationalité camerounaise, ne peut pas prétendre aux régies publicitaires. Voilà, je laisse cette pause volontairement parce que je trouve ça aberrant. Donc, aux yeux de l'industrie musicale, attention, on s'entend, elle part avec un désavantage, entre guillemets, parce qu'elle ne peut pas accéder à un outil qui est hyper mis en avant et conseillé aux artistes, à savoir la sponsorisation de contenu. Comment vous avez travaillé la stratégie digitale, du coup, avec Foug, et quels sont vos focus, du coup, au quotidien? Et je pense que tu peux complètement évoquer le côté... censure. Le côté censure, le côté un compte qui se fait striker, et les belles réussites que vous avez eues sur YouTube, mine de rien. Merci. Oui, alors attention disclaimer, on n'a pas accès à toutes les régies publicitaires, il y en a auxquelles on a accès. Cependant, en fait, on parle de santé mentale, on parle de direct to fan, et moi je parle aussi beaucoup de politique comme vous à l'agence, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi de donner de l'argent à Meta aujourd'hui? On va pas débattre là maintenant, mais on sait tous de quoi on parle. Moi, ça me pose vraiment un problème, d'autant que je travaille avec des artistes de niche pour certains, mais en tout cas qui sont pour l'une, en effet, qui est camerounaise, qui est une niche pour certaines régies pub, pour d'autres qui sont des artistes queer, qui portent ça comme un étendard ou pas. Les algorithmes ne sont pas faits pour nous. Les plateformes dont on parle ne sont pas faits pour la découvrabilité de la musique, et les algorithmes ne sont pas faits pour nous. Ce sont des fascistes qui possèdent Meta, donc Instagram, Facebook, WhatsApp. Donc moi, je ne vais pas me tuer à la tâche des heures et des heures de travail et mettre tout mon petit budget marketing pour des plateformes, à donner de l'argent. Si on n'a pas des énormes sommes à investir, en plus, en vrai, on joue contre plus gros que soi. Donc je préfère vraiment réfléchir avec quelques-uns et quelques-unes de cette industrie qui travaillent avec le cœur et une intelligence plus que collective, quoi. Comment on peut réfléchir ensemble à des alternatives aussi pour être plus efficace. Et pour moi, c'est vraiment la suite de cette discussion. De toute façon, tu as 10 000 abonnés, si tu en as
1000 qui voient tes stories sur Instagram, c'est cool. Si t'en as un qui va sur Spotify, c'est vraiment quelque chose. Et si t'en as un qui va sur Bandcamp dépenser 25 € plus des frais de port pour acheter un vinyle, vraiment là t'as gagné ta journée. Tu fais un mail, t'as précommandé, t'as eu 500, 1000 précommandes d'un disque selon ta fanbase, quoi. Mais en tout cas, oui, je vais un peu répéter ce que tu dis, mais moi je crois aussi au temps. Ça nécessite du temps de développer une carrière, surtout quand on n'est pas dans des esthétiques hyper mainstream, et c'est hyper important. En tout cas, nous, les productrices indépendantes, on défend ça à fond. C'est nous qui faisons la diversité de la musique aujourd'hui en France. Il faut absolument continuer à produire et à défendre ces projets-là, ces artistes-là, et c'est pas en passant par ces outils du fascisme, je le répète, qu'on va y arriver. Donc moi, pour continuer sur Uzi Freya rapidement, on s'est fait striker le compte il y a 2 ans, en 2023. On ne sait pas pourquoi. On a vraiment discuté avec la SACEM, le CNM, Believe Notre Distributeur, le FAIR, tous les dispositifs auxquels elle a participé pour avoir des soutiens. Personne n'a les contacts de Meta, personne n'arrive à avoir une réponse. On a refait un compte. Franchement, si en 2 ans j'ai mis 120 € sur Meta, c'est vraiment parce que quelqu'un m'a poussé à le faire, quoi. Et on a récupéré, là on a plus de 10 000 abonnés en 2 ans. Et on parle d'une artiste, peut-être qu'il y a 4 personnes qui la connaissent ici, donc en fait les gens reviennent et nous trouveront. Mais moi je mets vraiment le moins d'énergie possible sur ces réseaux-là. Vous avez largement parlé de la newsletter, je peux aussi évoquer peut-être Discord, qui est une façon plus instantanée, parce que les artistes, selon leur âge, leurs habitudes, n'ont pas forcément envie en effet de se tartiner des kilomètres de texte par newsletter, et je respecte tout à fait ce choix. Discord, c'est pas mal, c'est aussi comme à l'ancienne un peu un forum. C'est gratuit ou payant, je crois que ça devient payant dans une version un peu plus développé, quoi, mais on peut faire des canaux en disant voilà les actus de mon live, les actus de mes sorties, les actus de mes featuring. Et puis il y a une façon aussi pour les fans de s'emparer de la plateforme. Parfois ça devient complètement autogéré. C'est des échanges de billets, enfin c'est assez intéressant, quoi. Et pour dire un truc positif aussi sur les algorithmes, parce que quand même c'est quand même des outils un peu géniaux quand ça fonctionne. Nous il nous est arrivé un truc qu'on n'a pas vraiment fait exprès, mais on a quand même beaucoup travaillé les datas, donc bien référencer la musique. Je continue sur Uzi, puisque voilà. Et sur YouTube, par exemple, on a sorti un de ses premiers clips là il y a 1 an et demi. On a mis 50 € de ads dans Google pour que le clip soit prévisualisé, donc soit en pré-roll avant le clip que vous voulez vraiment voir, soit sur le côté là. Ça s'appelle InFeed. Et dans les 24 heures, on a eu un mail de Google qui nous disait qu'on ne respectait pas les règles pour être sponsorisé, pour accéder à la régie pub. On n'a pas bien compris pourquoi, mais bon. Donc moi j'étais là, bon, ok, de toute façon, contre quoi on se bat. Et en fait, 10 jours après, le clip a commencé à prendre 10 000 vues par jour, sans qu'on se l'explique. Donc là, la personne avec qui on travaille en marketing nous a appelé un peu en panique en nous disant est-ce que l'artiste a investi seul, comment ça s'est passé, qui a mis de l'argent, on n'arrive pas à retrouver le canal qu'on a cherché. On a fini par appeler le distrib, appeler YouTube, qui nous a dit qu'on était en home page monde de YouTube parce qu'on avait attrapé l'algorithme, juste parce qu'on avait bien référencé. Alors je dis juste, mais c'est des heures de travail, de bien référencer la musique, de bien mettre les bonnes métas, de toutes les vidéos YouTube qui datent même d'il y a 5-6 ans. Et en fait, l'algorithme a attrapé le clip. L'algorithme a fait en sorte qu'on touche le public qui visiblement est fan, ou en tout cas a découvert, quoi. Donc ça fonctionne quand on rentre dans l'algo. C'est pas une recette magique, ça reste nébuleux. Pour moi, je trouve que si c'était que remplir les bons mots-clés, on est tous capables de le faire, ça serait plus facile. Mais voilà, bon, il se passe des fois des choses comme ça. Ça convertit pas forcément non plus. C'est-à-dire qu'on a un clip là qui a fait 400 000 vues et les autres, ils sont entre 30 et 50. Donc on a l'impression qu'on a mis beaucoup d'argent sur ce clip, et c'est faux. Par ailleurs, c'est assez lisible. C'est-à-dire qu'il y a un engagement énorme. Il y a tous les jours encore des dizaines de commentaires, des fans dans le monde entier et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est quand même toujours bien de se dire où est-ce qu'on investit, avec qui on dialogue, et pas se tromper, quoi. Ouais, bah justement... Il y a un truc que tu évoquais, tu disais que tout prend du temps, etc. Enfin, il y a un peu ce mythe de les réseaux sociaux, c'est gratuit, donc c'est un canal qu'il faut qu'on occupe. Mais en fait, le temps que ça prend, écrire une newsletter, c'est long, mais en fait, faire des contenus TikTok dans sa chambre, moi je suis désolée, mais ça me déprime que vous soyez obligés, vous, artistes, des artistes qui sont dans la salle, devoir danser dans votre chambre pour promouvoir votre titre sur TikTok. Juste
voilà. Et ce temps en fait qu'on passe et l'argent qu'on investit, que ce soit un abonnement à je sais pas, une plateforme d'envoi de newsletter ou de la sponsor de contenu, en fait l'argent il est dépensé quelque part. Donc autant investir les canaux qui sont vraiment intéressants et se poser la question de voilà, quels canaux sont intéressants à exploiter pour soi. Il nous reste un petit quart d'heure, 20 minutes. Moi, il me reste 3 questions à poser, mais je veux qu'on garde du temps pour l'audience. Voilà, je précise juste pour le panel, parce qu'il y aura un temps de questions-réponses, hein, si jamais vous avez des expériences ou des questions à poser. Sans transition, je me retourne vers toi, Armelle. Il y a une chose qu'on a très peu évoquée, mais qui a été évoquée rapidement dans le panel, c'est l'affichage, c'est les stratégies offline, pour le coup. Je sais que pour les salles de concert, l'affichage, c'est encore un canal qui est exploité. Enfin, moi, je suis basée à Lille. L'aéronef fait une com super. À chaque fois que je vois les affiches de l'aéronef, non seulement elles sont très belles, mais en plus, voilà, on les voit passer souvent et c'est la répétition du message qui fait qu'on imprime les infos. Au Périscope, je sais que vous faites de l'affichage. À quel point, je ne sais pas si vous avez du recul là-dessus, parce que l'affichage, c'est pareil, c'est un peu nébuleux, mais à quel point ça aide en fait à la com, et est-ce que vous pensez que ça aide plus que les réseaux sociaux? Alors non. Ouais, on fait un peu d'affichage. Nous, on a pris le parti de faire des mini-programmes papier qui rentrent dans la poche en mode format très compact, petite salle, petit programme. Donc on diffuse vraiment tout ça partout à Lyon et on passe énormément de temps à l'éditorialiser sur le graphisme, etc. Sur de l'affichage, on va plutôt être sur de la stratégie pour des temps forts. Par exemple, on a un gros temps fort de jazz au mois d'avril. Donc là, on va dégainer des affiches. On a un super illustrateur lyonnais qui s'appelle Simon Roussin qui nous fait chaque année une super illustration. On la placarde partout. Mais là, l'enjeu de ce festival, c'est vraiment d'aller chercher un public qui ne fréquenterait pas le Périscope. C'est vraiment d'aller toucher un public un peu plus large pour faire connaître nos esthétiques, faire connaître notre salle. Donc vraiment, sur de l'affichage, on fait ça. Je sais que Marché Gare, Épicerie Moderne, les autres SMAC, ils en font beaucoup plus que moi. Et vraiment, ils placardent à mort. Moi, je n'ai pas le budget pour faire ça. Et c'est un choix aussi de se dire, on passe un peu plus de temps sur les réseaux, on passe un peu plus de temps sur le print, à avoir des petits outils vraiment graphiques, vraiment travaillés, passer beaucoup de temps sur l'éditorialisation. Parce que déjà c'est ce qu'on aime, c'est notre ADN et c'est aussi là où on trouve qu'on va être repérable d'une certaine manière. Mais du coup, pour revenir juste aux réseaux sociaux, c'est vrai que nous on investit beaucoup à Instagram, mais on essaie de, vous l'avez dit toutes à peu près, c'est hyper politique, mais en fait la culture aussi c'est politique, les lieux culturels sont des lieux politiques, et moi je pars vraiment du principe qu'en fait notre travail et les lieux culturels ont cette vocation-là aussi, de parler d'engagement, de parler de militantisme culturel. Et nous, c'est exactement là où on s'inscrit. On essaie vraiment de parler de politique, en fait. On est vraiment dans ce créneau-là. Si vous allez checker notre compte Instagram, là, juste il y a 2 semaines, on a publié un plaidoyer pour l'avenir des petites salles dans le rôle du live, en fait. Et ça, on l'a publié avec des partenaires partout en Europe et on essaie de l'irriguer partout sur Internet pour s'assurer qu'en fait, tous les lieux puissent s'en emparer et partager ce mot d'ordre. Quand il y a des agressions racistes, comme ça a été le cas à Lyon durant la Biennale de la danse il y a 2 semaines, d'un artiste qu'on a accueilli 2 semaines plus tard qui s'appelle Ben Lamarguet, dans ces cas-là, en fait, on prend position. Et on ne prend pas position parce qu'on sait qu'on va générer de l'engagement, parce que c'est ce que notre public attend aussi. On sait que notre public attend qu'on prenne position. On prend position parce qu'au sein de notre équipe, c'est pas possible de laisser passer ça, en fait. On considère qu'on a un pouvoir politique aussi. La culture est politique et on est aussi les héritiers de la création du ministère de la Culture, d'André Malraux, du Festival d'Avignon, tout ça, c'est vraiment ancré, en tout cas, nous, dans notre ADN, et on ne veut rien laisser passer, quoi. Après, sur la santé mentale, nous, ce qu'on a mis en place au Périscope, c'est un peu un truc que j'ai imposé quand on est arrivé, c'est qu'il y a un truc merveilleux sur nos contrats de travail qui s'appelle le droit à la déconnexion. Et moi, à titre perso, je veux rien avoir du boulot sur mon téléphone perso. Parce que c'est pas parce que je suis responsable com que je dois être tout le temps joignable, en fait. C'est juste ma santé mentale qui en dépend. On est du coup 3 en ce moment à la com du Périscope. Et en fait, mes collègues avaient toutes Instagram sur leur téléphone perso, sur leurs derniers iPhones, etc. Donc on s'est juste acheté un iPhone. C'est l'iPhone de la com. Tout le monde peut l'utiliser.
On a le WhatsApp avec les messages du quartier, on a tout ce qu'il faut dessus. Et en fait, disons que c'est le choix de chacun et de chacune dans l'équipe de télécharger les outils. Mais bon, moi, je veille au grain, quoi. Disons que je considère aussi que c'est mon rôle de m'assurer de la santé mentale de mes collègues à cet endroit. Et du coup, juste pour revenir, je vais abonder dans le sens de ce qui a été dit, mais la newsletter, nous, c'est vraiment notre axe de communication, de prédilection. On y passe énormément de temps. Toutes les valeurs d'engagement, de militantisme, tout ce qu'on fait au niveau de l'écologie, on en parle dans notre newsletter. Mais en fait, ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Donc, j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans. Et en fait, la newsletter, elle cartonnait vraiment déjà quand je suis arrivée. Et c'est vraiment tout le travail de la personne qui était là avant moi à la com, qui a vraiment investi la newsletter pour passer des messages vraiment de philosophie, du lieu, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on défend. Et vraiment, on est dans ce rapport-là de l'intime, de la correspondance. Et nous, on y va à fond parce que c'est aussi ce que les gens attendent de nous. Quand je suis arrivée au Périscope, franchement, ça devait être ma première soirée en tant que spectatrice. Je suis tombée sur une personne qui vient là depuis 18 ans et qui m'a dit « Est-ce que vous allez continuer la newsletter ?» Parce qu'on en a besoin, en fait, on la lit. Et donc, du coup, on l'envoie tous les mois, une fois par mois. Comme je l'ai dit, on parle de tous les artistes, donc elle est hyper longue. Elle n'est pas du tout adaptée au cadre marketing digital tel qu'on pourrait le concevoir aujourd'hui. Mais nous, on s'attache à parler de tout le monde. On travaille sur l'édito de tous les groupes. On s'attache à faire ça. Notre programmateur, il relie tout. Et en fait, on a un taux d'ouverture de 45%, ce qui est beaucoup, en fait. Et on a un taux de conversion. Après, les gens achètent des places. On fait aussi ça parce que c'est un endroit où on incarne nos valeurs et que c'est très important pour nous. Si ça vend des places, évidemment, c'est encore mieux. Mais c'est pas... disons qu'on utilise les deux choses en ce sens. Ouais, de toute façon, on reparlera c'est la question que je veux vraiment garder pour la fin, de la mutualisation des efforts de com. Mais une chose dont on peut parler, parce que tu évoquais la santé mentale, tu évoquais le temps que ça prend et à quel point ça peut être drainant d'avoir ça, de mélanger le perso, le pro, etc. Daphné, je me retourne vers toi. Toi, du coup, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Oui, en ce moment, parce que j'ai de l'actu. Venez voir. Oui, Daphné a sorti un titre qui s'appelle Totem le 8 octobre. Et elle joue demain au FGO, pour info, à 11h. 11h45. Ouais, voilà. Venez la voir, c'est vraiment trop bien. Quand on préparait cette table ronde, t'évoquais une chose qui était de vraiment se recentrer sur sa communauté. J'avais une conversation hier avec une collègue où on se dit en fait on fait quand même beaucoup de contenu pour les pros. On monétise énormément la communauté. On se dit c'est des portefeuilles, c'est des gens qui vont acheter, c'est un outil de conversion. Mais en fait, on est tous des êtres humains, on est tous des auditeurs, auditrices dans la salle. Toi, Daphné, tu évoquais vraiment cette chose de faut se recentrer sur la communauté, sur les gens en fait qui nous suivent au départ. Oui, bien sûr. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse parce que dans réseau social, il y a social et que en fait, hors ligne comme en ligne, il y a ces ressorts sociaux, psychologiques un petit peu. Et je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui ont le courage de prendre des risques artistiques, de programmer des gens qui n'ont pas encore les chiffres qu'il faut sur les réseaux sociaux. C'est hyper important de rendre hommage à ces personnes-là qui ont... qui vont à l'instinct, qui vont au courage, à la prise de risque, parce que c'est comme ça qu'on arrive à contourner l'algorithme. Donc je referme la parenthèse. Alors oui, ma newsletter, en fait j'ai une newsletter pro et j'ai une newsletter vraiment uniquement pour ma commu, ou dans laquelle je suis beaucoup plus intime. Et en fait je me dis un truc assez dingue, c'est que les réseaux sociaux, les algorithmes, la pression du chiffre sont tels aujourd'hui que construire une communauté, en fait, ça finit dans notre esprit par devenir une corvée, et je trouve ça hyper triste, parce que le rôle d'un artiste, c'est de faire de l'art, etc., et c'est de le partager. Et en fait, je trouve que faire communauté, construire une relation à moyen, à long terme, c'est un pur kiff, et il faut quand même se le rappeler que, en fait, moi, j'y vais aussi par le plaisir de se connecter aux gens. Et oui, effectivement, je vais sur les réseaux parce que c'est un territoire, mais je pourrais aller sur d'autres territoires plus tard, puisque les réseaux sociaux, c'est un territoire qui est sans doute
précaire et il faut y aller en le sachant en fait. Mais en tout cas, ne jamais oublier le plaisir que c'est de faire du lien tout simplement. Et peut-être que le rôle de l'artiste, c'est de créer du lien et maintenir ce lien avec une communauté, avec des personnes, et que pour ce qui est de la conversion de ces liens vers un système économique, c'est peut-être pas forcément le rôle de l'artiste, parce que là on est plus dans de la stratégie, et je pense que c'est un autre domaine, sauf si on a vraiment cette casquette d'artiste entrepreneur vraiment très auto-management à fond. Mais pour vraiment l'artiste pur, la construction du lien, elle est hyper importante, et je pense que ça fait pleinement partie de son rôle. Mais la conversion, eh bien là, c'est peut-être important justement d'avoir les bons relais, quoi. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu as dit, Armelle, sur le fait que vous envoyez une newsletter tous les mois, et si ça permet de faire vendre des places de concert, tant mieux. Mais c'est comme si c'était un bonus. Enfin, le but au départ, c'est de parler aux gens. C'est la correspondance, c'est le lien intime, c'est la raison d'être de notre existence. Et en fait, on oublie aussi souvent que l'importance de la newsletter pour les personnes qui ont le courage aussi de quitter les réseaux sociaux. Où est-ce que ces gens-là vont récupérer la prog, en fait, à votre avis, quoi? Alors, ils vont peut-être aller sur un site, mais moi, à chaque fois, je dis aux gens, inscris-toi aux newsletters des salles de concert que tu as envie de fréquenter, en fait. Parce que là, tous les mois, on envoie toutes et tous nos newsletters. Du coup, c'est aussi une manière de contrer cette violence politique, etc. Ouais, et enfin, perso, j'avais supprimé Instagram pendant 3 mois et quelques de mon téléphone. Je l'ai retéléchargé récemment pour des raisons professionnelles. Forcément, moi, je lis des newsletters de base, donc pour moi, la transition, elle était assez simple. Mais si jamais pour vous, c'est compliqué et que vous ne voulez pas polluer votre boîte mail, créez une adresse mail juste pour les newsletters. Et comme ça, vous avez un feed en fait, de newsletters, et ça ne change pas grand-chose finalement par rapport aux réseaux sociaux. Je vais poser une question ouverte et qui amènera peut-être ensuite des questions-réponses. C'est mon instant politique, entre guillemets. C'est mon engagement, et c'est vraiment ce à quoi je crois. Je crois qu'aujourd'hui, avec la montée, on va dire, de ce côté artiste indépendante, artiste entrepreneur, entrepreneuse, beaucoup de choses reposent sur les artistes. Beaucoup de choses sont attendues des artistes, que ce soit de l'investissement humain, financier. Enfin, la musique, ça coûte cher, mais la promo aussi. Donc, comment on finance tout ça? Ok, il y a des subventions, mais encore faut-il pouvoir les obtenir, etc. Moi, il y a quelque chose que je voudrais qu'on évoque, et je pense que vous serez d'accord, c'est que il faut mutualiser les efforts de com pour pas que tout repose sur les artistes. C'est impératif. Si on veut éviter de passer 13 heures par jour sur son téléphone, parce que malheureusement, ce que je dis là est réel. Il y a un artiste qui m'a partagé ça récemment, il passait 13 heures par jour sur son téléphone. C'est énorme. Donc, pour moi, on ne peut pas forcément se passer intégralement des réseaux sociaux. Enfin, on peut, c'est possible, ça existe. Encore une fois, je l'ai dit, il y a un épisode sur le podcast qui arrive exactement sur ce sujet-là. Et c'est un artiste qui tourne à l'international, donc oui, c'est possible. Mais si le label, si la salle de concert, si le tourneur, si tout le monde ne participe pas à l'effort de com, l'artiste va être collé aux écrans. En tout cas, moi, c'est vraiment mon intime conviction. Et on ne libérera finalement tout le monde des réseaux sociaux que si on mutualise l'effort, selon moi. Je vous laisse volontairement... c'est ouvert, je vous laisse réagir, et peut-être que l'audience aura envie de réagir à ça. Mais vous, comment vous voyez ça, la place que prend les réseaux sociaux dans une vie d'artiste, en fait? Je suis assez d'accord, effectivement, il faut mutualiser et aussi rationaliser, je ne sais pas comment le dire autrement, son utilisation. On a une artiste justement qui produit tout le contenu, mais c'est moi qui poste à sa place. Parce que ce truc-là, qui moi me prend 5 minutes par jour et ne me demande rien, clairement, pour elle, c'était la goutte de trop qui faisait que c'était pas gérable, par exemple, en fait. Il y a des artistes qui viennent me voir à l'agence je m'en sors pas là je sais plus quoi faire, j'ai une énorme boule de laine devant moi et je sais pas sur quel fil tirer pour commencer à faire un truc sans me perdre et effectivement passer 13 heures par jour devant mon téléphone. Donc ça sert aussi à ça d'être entouré, donc que ce soit une agence, que ce soit du management, que ce soit du label, que ce soit des potes artistes aussi, juste de se dire bon, on y va ensemble, soit on se dit qu'on va tenir une cadence de publication, ou alors on y va ensemble pour peut-être partir des réseaux sociaux aussi, parce qu'effectivement c'est quand même le thème de
de la table ronde du jour. Est-ce qu'on peut vraiment se libérer des livrets des réseaux sociaux? Bon, on a bien compris que ça dépend, ça dépasse, quoi. C'est quand même effectivement très compliqué parce que c'est quelque chose qui est très attendu et en même temps, pourquoi pas, en fait. Après tout, il y a des outils qui existent qui permettent effectivement de rester visible auprès de tous les publics qu'on voudrait toucher. Et dans ces cas-là, peut-être le faire avec un buddy artiste, avec son entourage aussi, d'avoir une vraie réflexion sur, bon, finalement, est-ce qu'on a vraiment envie de rester sur des réseaux fascistes? Voilà. Si je peux me permettre de poursuivre, c'est vrai dans la question, est-ce qu'on peut se libérer? Dans le on, il y a des artistes, il y a des labels, il y a des tourneurs, il y a des salles, il y a le public, et des fois il y a tout ça à la fois. Enfin, en tout cas, on peut cumuler évidemment plusieurs rôles. Donc c'est toujours difficile de répondre sans savoir qui est le on. Cependant, moi je vais prêcher pour ma paroisse, je suis productrice dans un label et en ce moment émerge, depuis quelques années, le nouveau statut d'artiste producteur, c'est super et je l'encourage moi. Et j'ai accompagné des artistes à se structurer et je trouve ça super. Mais les artistes entrepreneurs, producteurs ne font pas carrière seuls, n'y arrivent pas. Il y a beaucoup d'artistes qui partent des maisons de disques ou qui commencent en se disant je veux pas aller en maison de disques parce que c'est tous des voleurs, blablabla. On n'est plus dans cette ère-là où il y a des contrats d'artistes. Alors il y en a qui doivent encore en faire des vieux contrats. Mais en tout cas, on est dans une époque où il faut inventer des nouveaux modèles pour les artistes aussi pour que, encore une fois, l'émergence perdure, la diversité perdure et les labels indépendants, les partenaires indépendants, les administrateurs indépendants, les agences de com indépendantes sont là aussi pour façonner des méthodes de communication et autres. Et c'est super important pour un artiste, je pense, qui se repose sur un entourage. En tout cas, il faut absolument partir avec l'idée qu'il faudra construire un entourage. Et avant d'avoir un entourage, avant même d'avoir un manager, qui n'est pas un métier, je le rappelle, mais une fonction, de par aussi son taux de rémunération, entre 10 et 15%, il faut avoir des trucs à manager. Donc, et avant d'avoir des trucs à manager, c'est-à-dire des contrats et des partenaires, il faut avoir de la musique. Et en fait, c'est tout. Un artiste doit faire de la musique majoritairement, sinon les partenaires n'existent pas. Et un artiste qui n'a pas le temps de faire de la musique n'aura rien à manager, n'aura rien à diffuser, n'aura rien à promouvoir. Donc je pense que le futur, c'est ça, c'est mettons-nous à la table avec des artistes, avec les modèles rêvés des artistes. Il y en a qui auront toujours besoin de contrats d'artistes parce qu'ils n'auront jamais envie de s'embêter avec une structure et tout ça. D'autres qui voudront surtout pas avoir de contrat d'artiste. Mais je pense qu'il faut qu'on invente des collaborations hybrides. Et c'est pas forcément à l'endroit du label. Je sais pas comment t'es structuré toi, mais ça peut être aussi ton entreprise qui est staffée avec telle agence, tel booker. En tout cas, il faut absolument penser avec tous les métiers de la filière qui existent déjà, avant que certains disparaissent, se fassent avaler, se découragent pour diverses raisons contextuelles, économiques, politiques, etc., etc., et pour des raisons aussi de santé mentale, parce qu'en fait, on prend trop cher sur les réseaux. Enfin, moi, personnellement, j'ouvre Instagram le moins possible, mais quand j'ai dans ma journée des vidéos du génocide, la nouvelle sortie d'un tel, le nouveau gouvernement, Gaza, des artistes, enfin, j'en peux plus, en fait. Enfin, je sais pas comment on deal avec ça, et je pense même pas que la solution beaucoup d'argent / major soit une solution, c'est-à-dire on peut mettre 300 000 € de marketing et laisser faire Instagram, ça marchera pas non plus. Donc je pense que oui, il faut préserver ces endroits-là d'échange, se rencontrer, créer du lien. Pardon, j'ai fini. Sur le lien social aussi, je rebondis. Moi, je pense que vraiment le Direct to Fan passe par aussi le live et les rencontres offline. Moi, je sais que j'organise beaucoup, quand les artistes sont d'accord, des signatures chez les disquaires, par exemple, aussi parce que les disquaires, il faut absolument préserver leur survie, et des rencontres après les concerts. Les artistes et les fans, c'est méga important. J'arrête. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal timé. Désolée, Émilie. J'ai pas le temps pour... Ok, bon. Si vous voulez qu'on échange après cette table ronde, c'est complètement possible. On va devoir passer la main à la suivante. Je voudrais remercier Émilie Gonod pour l'invitation de tout le panel et moi-même. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir mis ce sujet sur la table pour introduire le MAMA et juste de l'avoir évoqué tout court et de nous avoir laissé librement parler. Bon MAMA à toutes et tous et merci encore d'avoir été là.
Merci tout le monde, merci pour cette conf. Juste pour vous dire, la prochaine conf commence dans 10 minutes, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps pour les questions malheureusement, sauf à côté de la scène. Et ce sera sur comment assurer la souveraineté numérique des actrices de la musique. Donc c'est dans le droit fil de ce que l'on vient de voir en commençant par les réseaux. Merci.